Et on va passer la parole à un vrai bon chirurgien français, le professeur Rouanet, qui est un expert de la chirurgie rectale, un des membres fondateurs du GRECAR, et qui va nous parler de l'intérêt de la fluorescence pour la vascularisation, mais peut-être aussi pour autre chose. Merci Jérémy, merci Académie de chirurgie pour cette invitation. Donc une communication pour voir la vie en vert. Alors la fluorescence, vous voyez, ça a été décrit en 1853 par un physicien irlandais. Alors que- j'ai fait cette diapo parce que pour moi, c'était pas très clair la physiopathologie, enfin, mais ça l'est toujours un peu flou malgré que ce soit fluorescent. Vous voyez, c'est l'émission lumineuse provoquée par une molécule après absorption d'un photon et vous avez une différence lors de l'excitation entre l'absorption et l'émission, ce qui permet de modifier le signal. Donc en pratique, quand vous utilisez cette technologie, en paire opératoire. Vous pouvez le faire soit par célioscopie, soit par robotique. Votre optique va envoyer une excitation laser et récupérer le signal du fluorescent qui va se lier le plus souvent pour l'évaluation vasculaire à une protéine sanguine. Alors, en France, on utilise le verre d'indocyanine. Bon, si vous prenez le Vidal, vous voyez que c'est un colorant soluble dans l'eau, qui a un risque d'hypersensibilité dont vous allez être limité pour vos injections en paire opératoire. Et surtout, bien, vous voyez que les AMM pour cette technologies sont limitées aux angiographies oculaires, à l'exploration du débit sanguin hépatique, en cardiologie et au repérage de ganglions sentinelles, mais uniquement dans le cas du cancer du sein. Donc, ça veut dire que si vous l'utilisez dans le cancer colorectal, bon, le flacon vaut 97 euros, mais vous n'allez pas le tarifer. Et ce n'est pas dans l'AMM. Bon, c'est un détail, mais quand même. Voilà. Alors, petit exemple, un film. Vous voyez, là, on a fait la chirurgie d'exérèse. Vous voyez qu'on a gardé la colique supérieure gauche et donc on va injecter ce colorant pour voir la vascularisation du côlon et l'apprécier au niveau de l'anastomose. Alors, vous pouvez avoir une vision simple, une vision amplifiée. Vous voyez là les petits vaisseaux et vous êtes sûr que votre anastomose est bien vascularisée. Ce n'est pas toujours signe de l'absence de fistule, mais c'est quand même un élément important. Là, c'est un autre cas clinique. C'est une patiente qui va avoir une chirurgie d'exérèse par voie transanale. Donc, on va avoir à faire un gros décollement colique pour sortir la pièce opératoire en transanale. Donc, vous voyez, on fait le test d'endocyanine, la vue péropératoire où on sort la pièce, la totalité de la pièce par voie transanale. Cette patiente n'aura pas d'incision abdominale à part les trous de trocar. On a déjà fait un verre, mais on fait un second verre. Vous allez voir le plexus hémorroïdaire qui va s'éclairer et la zone de jonction entre le côlon vert et le côlon noir, ce qui vous permettra de faire une anastomose de bonne qualité. Des fois, c'est plus compliqué, notamment chez ce patient, vous voyez, qui est diabétique, avec une hypercholestérolémie, qui a eu une radiochimiothérapie. Donc, le côlon est vert, mais quand on fait le test hypersensible, vous voyez que la zone distale, on ne voit pas les micro-vaisseaux. Donc, on peut se dire, ce patient peut-être a un risque de fistule. Bon, dans le cas particulier, il n'aura pas fait de fistule, mais enfin, bon, c'est un élément inquiétant. Alors, les données maintenant de la littérature, et nous, on a commencé le vert en 2017. Donc, c'était l'objet d'une thèse d'un résident italien. Vous voyez que sur votre gauche, on avait gradé le vert pour savoir si c'était le vert et la coloration était intense ou si elle était médiocre ou moyenne. On avait essayé de le grader. Et donc, on voit très bien que soit c'est intense, soit c'est absent. Et quand c'est absent, eh bien, on a changé la stratégie, c'est-à-dire qu'on a fait une recoupe du côlon. Et ça, c'est 10% des interventions. Ce chiffre a été retrouvé par la publication de l'équipe de Besançon, vous voyez, et c'est exactement le même chiffre. Dans 10 à 11% des cas, vous changez votre stratégie, vous faites une recoupe de côlon pour assurer la sécurité de cette anastomose. Donc, il y a deux essais randomisés qui ont été publiés, un essai japonais en 2023, un essai hollandais en 2024. L'essai japonais est positif parce qu'ils ont inclus que des anastomoses colorectales. Et vous voyez que faire du verre, vous diminuez vos taux de fistules
et notamment les fistules graves. L'essai hollandais n'est pas positif parce qu'ils ont pris également des côlons droits. Et dans les côlons droits, le risque de fistule sur l'anastomose iléocolique est plus faible. Mais si vous prenez le sous-groupe des côlons gauches et des anastomoses colorectales, c'est significatif. Et en France, on a un essai en cours du groupe Grécard qui est conduit par le professeur Lakis de Besançon, qui est l'essai Fluocol. Bon. Voilà sur la problématique vasculaire qui est relativement connue sur l'utilisation du verre. Maintenant, je vais vous dire un mot sur l'utilisation thérapeutique du verre d'indocyanine. Et ce schéma, vous voyez, qui a été publié récemment, montre qu'en fait, on peut étendre cette fluorescence aux prises en charge thérapeutiques curatives, les métastases hépatiques, les tumeurs neuroendocrines, les carcinoses péritonéales et la problématique des curages ganglionnaires. Alors, pour les chirurgiens urologues, l'utilisation du verre quand ils font une néphrectomie partielle robot assistée, vous voyez, est très importante parce qu'ils contrôlent l'anatomie vasculaire, ils réalisent un test de clampage pour voir la partie du rein à enlever, ce qui permet même de délimiter la zone de résection tumorale. Un autre exemple du verre pour la chirurgie pelvienne, c'est d'identifier les urotères. Alors, soit vous injectez le verre par cystoscopie, soit vous avez mis des sondes en double J et vous injectez votre verre dans les sondes. Et vous voyez que vous visualisez parfaitement ces urotères sur un pelvis là qui a été déjà opéré et irradié. Autre utilisation en complément de ce que vient de nous dire Diane, les curages ganglionnaires dans le côlon droit, et ce papier récent qui montre qu'en injectant du verre, on voit mieux la diffusion ganglionnaire. On augmente le nombre de ganglions prélevés, mais là, avec un recul de 3 ans, il n'y a pas d'impact oncologique sur la survie sans récidive ou globale. Alors maintenant, je vais vous présenter une étude prospective qu'on a fait à l'Institut Cancer de Montpellier. Alors, j'ai mis volontairement à gauche en anglais, puisque vous savez que maintenant, la recherche, il faut publier en anglais. Puis je vous ai mis à droite euh, l'idée, l'idée qui est de ce curage qui a été développé à Lyon dans les années 80. Alors, le principe, c'est de rechercher les ganglions dans le mésorectum. Et vous voyez que le professeur Mayer, au centre Léon Bayrard, dans les années 80, avait déjà fait cette technique de curage ganglionnaire du mésorectum sous l'impulsion de Jean Papillon, qui a été le précurseur de la conservation d'organes. Et déjà, pour ces conservations d'organes, il y avait la nécessité d'avoir une identification du risque ganglionnaire. Alors, aujourd'hui, la question se pose pour les tumeurs précoces, les T1 du rectum. Et vous savez que pour ces petites tumeurs, qui sont le plus souvent réséquées par les endoscopistes, les chirurgiens vont être sollicités pour les opérer en cas de mauvais facteurs pronostiques. Et ces mauvais facteurs pronostiques ont été identifiés et pourquoi on les opère? À cause du risque ganglionnaire métastatique qui est entre 10 et 15%. Donc c'est une chirurgie qui peut être très lourde. Il a même été décrit des amputations abdominopérinéales pour des T1 du bas rectum qui étaient de SM3 ou avec du budding. Alors c'est un peu un paradoxe avec tout ce que l'on a vu ce matin sur la conservation d'organes. Une option alternative serait de faire une radiochimiothérapie. Il y a un essai en cours aux Pays-Bas. Et puis, il y a cette troisième proposition qui est une recherche, hein, c'est de faire ce curage ganglionnaire pour avoir cette notion sur le risque métastatique ganglionnaire. Alors, les travaux notamment des chirurgiens coréens ont été extrêmement poussés sur la façon d'injecter ce verre d'indocyanine. Et donc, ils ont clairement montré, vous voyez, sur cette courbe, qu'il fallait injecter le verre d'indocyanine la veille de l'opération, pas le faire en opératoire, mais avant l'intervention, et que la dose idéale était entre 0,5 et 1 mg de verre d'indocyanine injecté. Donc,
il faut être très méticuleux sur cette technicité de l'injection du verre d'indocyanine. Là, notre gastro-entérologue a fait ce protocole avec, notamment pour rincer le tube qui contient le verre pour être sûr d'injecter les bonnes doses. Alors, je vous présente ce cas, un cas clinique, patiente de 33 ans qui avait une grosse tumeur du bas rectum. Elle nous avait été adressée pour une chimiothérapie intensifiée, radiochimiothérapie. En fait, toutes les biopsies étaient négatives. Donc, on a fait une exérèse transanale de cette tumeur. C'était un PT1 SM3 budding 2, résection curative. Donc, le standard, c'était la proctectomie et l'anastomose colo-anale. Et pour cette jeune femme, on a fait la technique, on a injecté le verre. Et voilà ce que vous voyez en opératoire. Une fois que vous avez mis sur la console du robot, c'est très facile, vous voyez. Vous switchez entre la vue normale et la vue polarisée et vous voyez très bien les ganglions qui se colorent en vert. Donc, alors, pour la dissection prévasculaire aortique, c'est facile. Ça devient plus compliqué dans le mésorectum, puisque or là, on est obligé d'ouvrir le mésorectum. Vous voyez là l'artère rectale. Et dans la graisse, on va chercher les ganglions et les prélever un à un. Vous voyez la méticulosité du robot, parce que vous n'avez pas de tremblement. Et vous avez la caméra qui a quelques millimètres, j'allais dire, de la zone opératoire. Donc, ça vous permet de faire des chirurgies. Alors, l'exérèse, alors, vous voyez, là c'est vert. Il faut faire attention, bien entendu, puisque c'est la paroi rectale qui est verte, voilà, le toucher rectal. Et cette patiente, on a prélevé 32 ganglions et il y en avait un qui était positif. Il y a eu une chimiothérapie adjuvante post-opératoire. On a un recul de 2 ans maintenant et cette patiente va bien. Voilà, donc ça, c'est une série préliminaire de 10 patients opérés. Dans cette série, donc, vous voyez que le nombre de ganglions moyen prélevé est de 16. Il y a une seule patiente qui était positive et on a eu un échec. C'est un patient où on avait fait l'injection en opératoire. Donc, très important de faire l'injection en préopératoire. Alors, ça pose beaucoup de questions parce que on en a parlé pour le côlon droit. Il a dit il ne faut pas ouvrir le mésorectum pour les chirurgies du cancer. Il faut bien prendre soin d'enlever toute l'enveloppe graisseuse pour ne pas disséminer la tumeur. C'est sûrement vrai pour les grosses tumeurs. Mais est-ce que c'est vrai pour les T1? Parce que pour les T1, eh bien, il y a eu très peu de pièces de TME qui ont été étudiées dans ce sens. On a étudié le risque ganglionnaire, mais on n'a pas étudié la problématique des dépôts tumoraux ou des cellules tumorales hors canaux lymphatiques. Ça, c'est une. Et la deuxième question, vous allez voir, je vous montrer des exemples, c'est les drainages atypiques lymphatiques. Et alors, pour améliorer la visualisation, vous avez un mode sur la console du robot qui est le mode sensitif. Et donc, ça va permettre d'éliminer les tissus graisseux. Ça fait que vous en allez voir que le lymphatique et le ganglion. Vous voyez, coloration verte classique, et vous passez en mode sensitif, et vous voyez que le ganglion. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une dissection extrêmement méticuleuse. Bon, on ouvre bien le mésorectum, mais avec beaucoup de précautions. Vous voyez, les petits canaux lymphatiques qui se colorent, vous voyez, on peut suivre le lymphatique pour arriver au ganglion. Donc, c'est vraiment j'allais dire, une microchirurgie d'exérèse des ganglions en respectant les nerfs et les vaisseaux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très important, c'est les drainages ganglionnaires aberrants. Parce que bon, est-ce que tout, surtout pour les tumeurs du bas rectum, est-ce que la propagation lymphatique se fait uniquement dans le mésorectum, le long des vaisseaux rectaux classiques? Donc, cet anatomiste allemand, professeur Wedel, vous voyez, on a beaucoup discuté avec lui et il a publié ce papier sur l'artère rectale moyenne qui est connu des chirurgiens. Des fois, vous avez une hémorragie, vous la voyez, elle est grosse. Mais en fait, cette artère, même petite, vous voyez, existe dans 71% des cas. Et vous avez beaucoup de lymphatiques, enfin, vous avez toujours des canaux lymphatiques qui s'y associent. Et les auteurs japonais qui sont très friands des curages extra-mésorectaux, voyez, hors du mésorectum, ont développé cette technique de recherche du ganglion sentinelle après injection de verre pour chercher le ganglion sentinelle hors du mésorectum pour savoir s'ils font ou pas le curage mésorectal. Et je vous montre cet exemple, voyez, d'un drainage lymphatique, parce qu'on a injecté, voyez où est le ganglion?
Quand vous faites une TME, ce ganglion, vous l'enlevez jamais. Et ce réseau lymphatique, vous voyez, il est présacré, il est derrière le mésorectum. Donc ça pose un gros problème si vraiment on est en corrélation avec le drainage lymphatique de cette tumeur. Vous voyez où se trouve ce réseau lymphatique en présacré derrière le mésorectum. Et on voit très bien que ça part sur l'artère rectale moyenne du côté gauche. Du côté gauche. Donc là, cette patiente, elle était N-, mais elle aurait été N+, peut-être on n'avait pas la stadification exacte en faisant l'exérèse complète du mésorectum de façon classique. Et là, ce film, c'est Bertrand Célérier du CHU de Bordeaux qui me l'a envoyé parce qu'il avait un patient T1, on a discuté, il m'a dit je veux faire cette technique. Donc il a opéré cette patiente et vous voyez, le seul ganglion positif, il était en latéropelvien gauche, il n'était pas dans le mésorectum. Donc il m'a dit, ça nous a posé beaucoup de questionnements parce qu'on aurait fait une TME, mais le ganglion positif, on ne l'aurait pas enlevé. Voilà, donc en conclusion, ce que l'on peut dire sur cette nouvelle technique de curage ganglionnaire du mésorectum assisté par veine endocyanine, c'est que la faisabilité technique, je pense, elle est prouvée, il n'y a pas de morbidité, il y a 2 jours d'hospitalisation maximum, et à distance, vous avez 0 séquelles, tant fonctionnelles, sexuelles, pas de problème. Mais il y a beaucoup de questions à résoudre. C'est premièrement, quel impact a cette dissection du mésorectum sur le pronostic oncologique? Et c'est pour ça qu'au Grécard, on a fait un recueil de toutes des anapates des pièces de proctectomie pour PT1 pour voir s'il y avait une diffusion extra-lymphatique de la tumeur. Parce que s'il n'y en a pas, on pourrait quand même se poser, ça serait un argument supplémentaire pour faire cette technique. J'ai beaucoup discuté de cette problématique avec Phil Quirk. Vous savez que Phil Quirk, c'est l'anapathe de Leeds, qui est le pape de la clearance dans le mésorectum. Lui, ce qui l'inquiète, c'est les cellules en transit dans les lymphatiques qui peut-être ne seront pas enlevées par cette technique. Et puis le troisième problématique, vous voyez, c'est l'impact de ces voies lymphatiques atypiques pour ces petites tumeurs qui peuvent avoir quand même des conséquences de sous-stader une lésion précoce malgré le fait qu'on fait une chirurgie extrêmement agressive. Donc, vous voyez, on développe de nouvelles techniques en chirurgie, mais il faut mettre beaucoup de temps et avoir beaucoup de précautions pour pouvoir prouver leur efficacité et leur innocuité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Professeur Benoît. Euh, Moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu montres, mais il y a aussi une autre attitude dont tu n'as pas du tout parlé pour ces PT1, c'est de leur faire des rayons, en fait. Oui, Ce je l'ai au qui, début. oui, mais ce qui peut peut-être être un peu moins morbide et arriver à un résultat. C'est-à-dire, il faudrait comparer ta technique avec les rayons qui est devenu, puisque tu le sais, puisque pour colliger les pièces au sein du Ricard, on a beaucoup de mal parce que pour la plupart, en fait, des équipes, on fait plutôt des rayons dans cette situation-là. Alors, tu vois, le premier cas clinique que je t'ai monté, la patiente a 33 ans, elle n'a jamais eu de grossesse, elle a un désir de grossesse, elle a un PT, une grosse tumeur qui en fait est un PT1SM3. Est-ce que tu lui fais une radiothérapie? Moi, je pense qu'il faut personnaliser un peu la prise en charge. Parce que, tu vois, cette patiente, ça fait 2 ans, là maintenant, elle, Non, mais, elle veut absolument avoir une grossesse. Elle aurait été irradiée. je peux prendre celui de 65 ans qui est un peu obèse, Ah ben ça, je suis d'accord. Je suis d'accord si avec tu toi. veux. Mais c'est pour ça que, bon, il faut personnaliser peut-être les prises en charge, quoi. Merci beaucoup parce que c'est très inspirant, ça fait beaucoup réfléchir. D'abord, juste te dire que pour la révision de la nomenclature, nous avons inclus la fluorescence comme supplément qui sera rémunéré. Calme. Non, c'est inscrit, c'est inscrit. Bon. Et donc, pour le foie et les voies biliaires, pour le colorectal et pour la thyroïde. Voilà. Et pour ce qui nous concerne. Mais en fait, moi, je me posais une question. T'en as vu beaucoup, toi, de récidives interaorticaux-caves, de cancer du rectum? Parce que
c'est troublant ce que tu nous montres. C'est vrai, Mhm. effectivement, c'est très troublant. Et la question que je me pose, moi, c'est, j'ai pas le souvenir d'avoir vu. Alors évidemment, mais moi j'ai enlevé des cancers du rectum, excuse-moi, avant que les rayons existent. Voilà. Bon. Et j'ai pas le souvenir qu'il y avait beaucoup de récidives, tu vois, le long des axes rétro-péritonéaux. Alors, je répondrai que le cancer du rectum est une maladie très hétérogène. Très hétérogène. Et je dis aux étudiants, prenez une photo d'une voiture de course, regardez le cliché et donnez-moi la vitesse de la voiture. Tu ne peux pas donner, si le cliché n'est pas flou, la vitesse de la voiture. Et nous, on a un PT1, là, que je suis, une dame qui avait un PT1, elle a évolué à métastase hépatique, à métastase pulmonaire. C'était un PT1 réséqué, tu vois. Donc, et puis, il y a des PT3 qui sont à N0. C'est très hétérogène. Pour ça que la session de ce matin était passionnante pour essayer de démembrer ces tumeurs. Moi, je trouve ça hyper intéressant aussi. Alors déjà, on révolutionne un peu les choses, parce que nous, on a toujours appris qu'il fallait pas du tout toucher au méso, et on le démontre complètement ici. Mais pourquoi pas, On va essayer. on verra les résultats. Déjà, ma première question, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi les cellules en transit. Si tu as un ganglion qui est positif, il va y avoir des cellules en transit, il y a un énorme risque en tout cas. Et ma deuxième question, c'est techniquement chez l'obèse, est-ce qu'on arrive réellement à voir tous les ganglions au sein de ce méso? Est-ce qu'on ne va pas en passer à côté de certains? Là, pour le moment, je ne peux pas faire de grande conclusion avec 10 patients, hein. Mais les obèses qu'on a eu, il y a eu zéro problème. Je ne sais pas si vous utilisez le mode sensitif quand vous faites le verre, mais regardez vraiment, c'est très facile sur la colonne du robot. Tu appuies, tu as ton verre qui flash, tu fais mode sensitif et tu vois que le ganglion et les canaux lymphatiques. Et tu effaces la graisse. Mais tu vois à travers un méso qui fait 8 cm d'épaisseur, là. Le problème, c'est qu'il te faut disséquer. Le problème, c'est qu'il faut disséquer le méso pour voir les ganglions. Donc, tu vois, la dissection est fine, mais elle existe. Et ça, c'est le problème, effectivement. Diane, et après Monsieur Polo. C'est une question pratique. Le verre injecté la veille par les gastro-entérologues, il dure combien de temps? On a quel délai? Je sais que dans les méta-hépatiques, c'est à peu près le même protocole. Là, la patiente rentre en début d'après-midi, sous anesthésie locale, le gastro l'injecte, et le matin, on l'opère. On n'a jamais eu de problème. On Voilà. perd pas de signal. Non. Au D'accord. contraire, tu vois mieux parce que Jean-Jacques Tuech est là. Le premier patient que l'on a fait, il était venu voir un rectum robot. Tu t'en souviens, Jean-Jacques? Et on a fait l'injection en pair-op. Et tous les deux, on était subjugués parce que ça a marché. Mais le deuxième patient, on a fait l'injection en pair-op, un obèse, ça n'a pas marché. Il a fallu faire une colonale directe. Voilà. Donc, si tu vois, en faisant l'injection la veille, on a eu zéro échec. Ok, merci. Et là, les Sud-Coréens l'ont bien montré, ça. Oui, je Dernière serai question. rapide, monsieur Roux. Je reviens au tout début de votre exposé, parce que vous avez touché là quelque chose que je tiens à cœur. Vous m'avez dit que le côlon que vous avez montré était bien vascularisé, que vous aviez gardé la colique gauche. Alors ma question, quand vous faites le rectum, est-ce que vous gardez ou pas systématiquement la colique gauche? Je vous dis ça avant que vous répondiez. J'avais interrogé Migliori qui tenait un peu une table ronde sur le rectum à l'avant-dernier congrès de chirurgie, et je lui avais dit qu'il y a 30 ou 35 ans, dans le journal de chirurgie, il y avait un colloque entre les chirurgiens viscéraux de l'époque, il y avait Malafosse, il y avait Adloff, et il disait, est-ce que tu gardes ou pas la colique gauche? La plupart gardaient la colique gauche dans la chirurgie du rectum. Alors j'avais dit à Migliori, bon, pour moi, toute fistule est d'origine ischémique. Il n'y a pas à discuter, trouver l'âge, une baisse de pression une baisse de tension durant l'opération, tout ça. Non, c'est l'ischémie qui est responsable de la fistule. Alors je dis à Migliori, moi je garde toujours la colique gauche dans la chirurgie du rectum. Il serait intéressant de demander à l'amphi combien font comme ça. Il interroge 18 simplement, gardez la colique gauche.
Alors, je n'ai pas voulu casser la baraque, je lui ai pas dit, ben, demandons à ces 18-là s'ils ont beaucoup de fistules ou pas, parce que moi, dans les différents déplacements que j'ai faits dans des journées chirurgicales, j'ai vu des côlons gauches qui me paraissaient, bon, pas très bien. Il y en a même qu'on voyait qui étaient noirs, leur ont passé dans la salle d'opération d'à côté. Donc, donc après, vous me répondrez. Alors, moi, je vous dis ça parce que, un peu d'histoire, hein, je prends 3 minutes. La première réunion de la Société digestive, la paroscopie, s'était tenue à Mulhouse un dimanche après-midi et j'étais là-bas chez mon fils qui habitait tout près. J'y suis allé. La discussion, la moitié de la discussion a passé sur comment décrocher l'angle gauche. Finalement, l'opération, ce n'était pas d'opérer le cancer du rectum, parce que maintenant, avec les pinces automatiques, c'est fini, il n'y a plus de problème d'anastomose. Donc, on décroche l'angle gauche. Alors, bon, il y avait Panis, moi, à l'époque-là, il le prenait encore par dehors, d'autres par dessus, d'autres par dedans. Alors, en sortant, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu surprenant de vouloir décrocher l'angle gauche. 2 ans après, je vais à une journée à Beaujon et à l'époque, là encore, il y avait, pour le repas, ça pouvait aller dans la salle où on était assis à table, les autres allaient à la cantine et j'étais à la table de Panis. J'ai tout de suite fini. Et alors, Panis avait opéré le matin un malade de 75 ans qui avait un énorme sigmoïde bien rose et tout. Bon, il a fait ce qu'il avait fait, c'est-à-dire couper la mésentérique à son origine, supprimer tout ce sigmoïde qui était bien vascularisé. Il a descendu, bon, après avoir décroché l'angle gauche, pour une anastomose en bas qui me paraissait moins sécurisée que s'il avait gardé et la colique gauche et la partie initiale du sigmoïde. Voilà, j'ai terminé pour l'instant. Tu peux répondre, Philippe? Je réponds. Alors, je n'étais pas à Mulhouse cet après-midi-là. Alors, il y a beaucoup de papiers qui ont montré, surtout dans le monde asiatique, ils font le maximum pour garder la colique supérieure gauche, parce que premièrement, vous n'augmentez pas le staging ganglionnaire en la sectionnant, et deuxièmement, c'est la veine qui bride plus que l'artère qui permet de descendre. Donc, il faut personnaliser la prise en charge. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme anastomose. Si par exemple vous voulez faire une note, des fois vous ne pouvez pas garder la colique supérieure gauche si vous voulez sortir la pièce opératoire par transanal. Donc il faut s'adapter. Mais si je peux, moi je garde la colique supérieure gauche. Et souvent je coupe la veine. Voilà. Je ne sais pas maintenant ce que font les chirurgiens. Ouais. Merci beaucoup. Je crois qu'on va enchaîner. Merci Philippe.